Bon, on avait décidé donc de parler un peu de la question du continent et des îles par rapport à l'Afrique. Je crois que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant, qui est en fait très peu traité dans l'histoire du panafricanisme, alors que l'histoire du panafricanisme, c'est l'histoire de la déchirure entre le continent et ce qu'on appelle la diaspora. Et cette notion de continent et de diaspora, je crois qu'elle est importante à voir sous plusieurs aspects, puisque le premier aspect, c'est la notion de territoire. Et on sait que Madagascar et Comores se sont détachés du continent africain il y a à peu près déjà 150 millions d'années. Donc c'est quelque chose qui est très ancien, mais c'est quelque chose qui est prouvé. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui par les recherches biologiques et géologiques que la terre de Madagascar, la roche des Comores et également d'une île comme la Réunion est la même que celle du continent africain. Donc il y a déjà ces éléments-là qui permettent de savoir qu'on est sur la même terre. Donc tout à l'heure on parlait du climat, du paysage, etc. C'est exactement celui qu'on peut retrouver sur le continent africain. Et c'est aussi pareil pour une grande partie de l'Amérique du Sud et de la Caraïbe. Donc il y a déjà cette proximité qui est assez intéressante et qui montre qu'à un moment tout cela était ensemble. Le deuxième élément qui me semble aussi important à souligner, c'est que on est dans le cas de l'océan Indien, dans des îles qui ont été construites dans un contexte bien particulier, qui est un contexte d'exploitation et de domination. Au départ, le seul motif pour notamment donc les Européens quand ils sont arrivés dans l'océan Indien, qui à l'époque s'appelait donc déjà l'océan des mers d'Afrique ou l'océan africain ou l'océan éthiopien, était de faire en sorte qu'il y ait des endroits entre l'Europe et les Indes, et ensuite entre le Cap de Bonne-Espérance et les Indes, où on pourrait en fait faire des escales. Donc c'est dans ce contexte-là qu'ils vont commencer à construire l'histoire des territoires insulaires dans lesquels nous nous trouvons. Donc là on a vraiment une construction historique qui est à réinterroger et je pense à garder à l'esprit dans la manière dont on réfléchit sur le peuplement originel de la Réunion, mais également de Madagascar, des Comores et des autres îles de l'océan Indien. Quand on fait les recherches généalogiques et biologiques, on sait que la majorité des populations de ces territoires insulaires sont des peuples bantous, des peuples d'Afrique centrale, bantous et bushmen, on le sait, c'est établi, il y a des éléments qui le prouvent. Cependant, ce qui est assez paradoxal, c'est que tout en sachant cela, on constate que dans l'historiographie, et je lisais il y a quelque temps un article sur les îles de l'océan Indien et sur la Réunion, un article qui avait été écrit dans les années 70, à l'époque où la Réunion avait entre 400 et 500 000 habitants. Et dans cet article-là, l'historien écrivait que 90% de la population de la Réunion est métisse. Et le terme métis était entre guillemets. Donc ça montre bien aussi qu'il y a une difficulté à reconnaître cette question de l'africanité de la Réunion et que c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui et c'est quelque chose qui fait réellement débat. Dans le même article, on interrogeait en fait aussi les notions de créole. Il a montré en fait comment justement le terme de créole a été développé et sorti de son appellation originelle, c'est-à-dire les Français nés dans les îles, pour justement gommer l'opposition entre Africains et Européens. C'est-à-dire qu'on a sorti un terme, on va dire, consensuel, mais qui est lié à une histoire unique, l'histoire unidirectionnelle du peuplement blanc de l'île, donc qui efface la présence noire, pour justement ensuite englober la présence noire africaine dans l'île et construire donc ce récit-là. Donc on est vraiment dans les années 70, à un moment où la Réunion démographiquement est dans une situation particulière, à un moment aussi où l'océan Indien devient un enjeu vraiment stratégique pour la France, et à un moment où on est dans la mise en place aussi d'un système éducatif et culturel qui va en fait naturaliser le rejet symbolique de l'Afrique. Donc ça c'est un premier élément qui me semble important à souligner dans les quelques réflexions
que je voulais partager avec vous. C'est-à-dire qu'on a des évidences et on a des preuves de la connexion avec l'Afrique au niveau de la Réunion et de l'ensemble des îles de l'océan Indien. Alors, ça va être dans la langue, ça va être dans la coutume, ça va être dans le faciès des personnes, y compris en dépit donc, des différents mélanges qu'il y a pu avoir, des mélanges qui sont tout à fait naturels. Et en dépit de tout cela, on a une construction historique, on a des récits, on a des pratiques sociales, des pratiques culturelles, politisées, qui maintiennent en fait l'Afrique dans un rôle passif. Moi, ce que je constate à chaque fois que je viens, de peu de temps que je passe ici, c'est qu'on a une vision passive de l'Afrique. On part de l'idée que l'Afrique n'a jamais été active à La Réunion, que l'Afrique n'a jamais activé quoi que ce soit à La Réunion, que l'Afrique a juste été l'endroit où on a pris des personnes qui n'avaient pas d'identité, on les a fait travailler de force ici à La Réunion ou dans les autres îles, et que c'est ici que ces personnes-là ont acquis une identité qu'on va appeler une identité créole, métisse ou autre. Donc la dimension passive de l'Afrique, je crois que c'est le premier élément contre lequel il faut repenser l'histoire et axer également, je pense, nos recherches de remèdes pour sortir de cette aliénation. Il y a par exemple trois lectures qui me semblent assez intéressantes. Le premier, donc, c'est le travail de désaliénation, donc comprendre justement la manière dont on a été coupé et privé de cette identité africaine. Le deuxième élément, je crois que c'est le rapport entre identité et affinité. Comment se construit l'identité africaine à La Réunion en affinité avec le continent africain. Et le troisième point, c'est ce que j'appellerais la tendance afrotopique, c'est-à-dire comment faire de La Réunion un lieu où l'Afrique est présente, vraiment la tendance afrotopique. Il y a un économiste sénégalais, Felwine Sarr, qui a récemment écrit un livre qui s'appelle Afrotopia, et j'ai été un peu déçu du fait que dans son livre, il n'aborde absolument pas la question des îles, alors que cette question-là me semble très importante justement pour repenser le continent africain. Et dans ces trois éléments, donc le travail de désaliénation, la recherche de l'affinité avec l'Afrique et la tendance afrotopique, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure avant le début de mon intervention, la nécessité de changer le paradigme qui fait que quand on est à La Réunion, on a l'impression que la distance avec la France est un handicap, alors qu'en fait la réalité c'est que la proximité avec l'Afrique est une chance. C'est ce paradigme-là qu'il faut inverser pour être ensuite en mesure, je pense, de construire déjà l'affinité avec l'Afrique et repenser donc cette tendance afrotopique. Ensuite, il y a aussi dans l'écriture de l'histoire qui reste à corriger, toujours une tendance unidirectionnelle. On part de l'idée que des Africains ont été déportés du continent vers les îles et qu'il n'y a jamais eu en fait de retour de ces Africains depuis les îles vers le continent. C'est-à-dire qu'il y a une tendance unidirectionnelle. C'est uniquement parti du continent et les îles n'ont jamais rien donné, redonné au continent, qui est très spécifique en fait à La Réunion, puisque au niveau de Zanzibar, qui a une proximité géographique plus proche, par exemple, là les interactions sont beaucoup plus denses et beaucoup plus riches. Je pense que cet aspect-là aussi, il faut qu'on essaie de voir comment le travailler et comment renforcer les liens entre les associations insulaires et celles qui sont sur le continent. Donc ça, c'est un travail justement de panafricanisation de l'océan Indien qui doit être construit et qui nécessite de trouver les bons partenaires sur le continent africain. Il y a ensuite, je pense, une histoire coloniale aussi qui est assez importante à souligner. Quand on voit la manière dont les îles de l'océan Indien ont été utilisées par les Français et par les Britanniques, il y a aussi beaucoup de tabous à lever. Il y a pas mal, par exemple, de chefs africains qui ont été déportés. On a le cas de Prempeh, qui était un chef Ashanti, qui en 1899 est déporté aux Seychelles.
qui était donc sous domination britannique à l'époque. Donc lui, il était un chef ghanéen, il est déporté aux Seychelles. D'autres chefs ont été déportés à Trinidad. On peut citer le cas de quelqu'un comme Abdelkarim, qui était un résistant de la guerre du Rif en 1925. Une guerre où s'est engagé un autre militant nationaliste congolais qui s'appelait André Matsoa, qui de retour de la guerre du Rif a créé une amicale d'anciens combattants au niveau du Congo, qui est devenu le lieu de naissance du nationalisme congolais. Et quand il s'est battu au niveau de la guerre du Rif, il a été marqué par une figure donc, qui s'appelle Abdelkarim, que la France a donc ensuite fait exiler et déporter à La Réunion. On a aussi le cas du sultan Mohamed V du Maroc, qui en 1953 a été déporté à Madagascar. Donc toutes ces îles de l'océan Indien ont été aussi utilisées par l'État français ou par les colons britanniques comme des lieux de déportation, comme des lieux de captivité pour des chefs africains. Et ce sont des éléments qui peuvent aussi psychologiquement expliquer la réticence de certains Africains à considérer ces îles comme faisant partie intégrante d'une histoire africaine. C'est-à-dire qu'il y a une histoire coloniale qui me semble encore importante à lever. Et cette histoire coloniale, c'est aussi important de rappeler qu'elle a été instrumentalisée par la France et par d'autres États dans la manière dont ces îles ont été décolonisées. J'évoquais tout à l'heure le fait que au moment où un territoire comme Madagascar devient indépendant, on va créer des structures qui seront par exemple l'organisation commune africaine et malgache, OCAM, ou l'Union africaine et malgache. C'est-à-dire qu'on va constamment dissocier l'Afrique et Madagascar. Et cette première dissociation, ça va faciliter la manière dont on va couper la Réunion de l'Afrique, vu que Madagascar est un relais pour réafricaniser la Réunion. Donc ça aussi, c'est un point qui est très important. On aura un secrétariat d'État aux affaires africaines et malgaches, va constamment dissocier l'Afrique de Madagascar, et l'État français, dans la première décennie d'indépendance de Madagascar, sous Philibert Tsiranane, va constamment faire en sorte que Madagascar ne se sente pas africaine. Et Madagascar sera l'un des États hostilement opposés au panafricanisme. C'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit, parce que ça explique ensuite beaucoup de difficultés. Dans les années 60, Madagascar sera très proche, voire même très ouvert au régime raciste de l'apartheid. Et ça va aussi cristalliser beaucoup de régimes révolutionnaires africains et panafricanistes qui vont voir dans cette île un relais de l'impérialisme et qui vont voir derrière cette île toute une géopolitique au niveau de l'océan Indien qui était hostile à la libération de l'Afrique. Toutes ces îles de l'océan Indien ont vraiment un rôle géopolitique qui me semble important à rappeler. D'autre part, l'océan Indien va se francophoniser, va devenir un lieu de repère de la francophonie. Et on sait que la francophonie fait partie des institutions qui sont également hostiles à l'idée d'unité africaine et de panafricanisme. Récemment, il y avait eu donc le sommet justement de la francophonie, je crois à Madagascar. Et j'ai lu un article du Figaro qui soulignait donc d'une part que l'Afrique est la bataille linguistique du français et de la francophonie, et que le Congo précisément est le carrefour de cette bataille-là. Et les dirigeants français expliquent qu'il faut faire en sorte que le français reste la langue des affaires au Congo. Et il y avait un diagramme, un camembert, qui montrait en fait la répartition de ces langues-là. Et on voyait très clairement une opposition entre le français et le swahili. Le swahili qui est vraiment la langue de circulation, de communication tout au niveau de l'océan Indien, de la côte de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. Donc il y a vraiment cette question de la francophonie qui se pose, et surtout de la manière dont la francophonie promeut une francophonie créolisée. Donc ça aussi, c'est une interrogation qui se pose, dans la manière dont une personnalité comme Jean-Claude de Lestrac, qui au niveau de la commission de l'océan Indien avait tenté de devenir donc le secrétaire général de la francophonie, la manière dont la question des langues doit réellement se poser. C'est une question qui est politique et qui fait aussi partie de la prise de conscience de l'africanité des peuples. Donc ces éléments-là doivent être également liés
à des situations politiques concrètes. Hein. On est dans un contexte où la France gouverne la Réunion, où la France contrôle des territoires comme Comores, via notamment les questions monétaires et même militaires, où il y a donc une assimilation culturelle qui va de Djibouti jusqu'à la Réunion en passant par Comores et Madagascar. Donc il y a toute cette situation-là qu'il faut avoir à l'esprit pour bien comprendre que les questions qui sont abordées derrière la présence africaine et l'identité africaine de la Réunion soulèvent aussi beaucoup d'autres enjeux qui, à mon sens, doivent être cernés et identifiés. Hier, lorsque nous étions à l'émission radio sur Télécréole, le commentateur, donc l'animateur, à un moment a introduit la question de Obama, en me demandant si Obama, c'était lié au panafricanisme. Donc moi j'ai expliqué que non. Le parcours d'Obama est justement très intéressant dans cette question de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Est en général, puisque Obama est né d'un père kényan, qui a été parmi les premiers étudiants kenyans africains qui avaient été recrutés par les États-Unis au début des années 60 pour être ensuite formés aux États-Unis selon l'endoctrinement américain, et qui va donc rencontrer une femme blanche américaine et qui avec elle donc va faire un enfant, Barack Obama, qui va naître à Hawaï. Et je n'ai pas osé le dire à la télé, mais il faut bien comprendre que la Réunion est pour la France ce que Hawaï est pour les États-Unis. C'est-à-dire un laboratoire où on construit justement des figures politiques, où on recycle des figures politiques, y compris Michel Debré, qui était politiquement rejeté d'une certaine manière en France, qui a trouvé justement ce parachutage à la Réunion. Et cette question du recyclement des figures politiques, elle se pose aussi. On est dans un territoire qui historiquement s'est construit sur des parcours de colons, d'aventuriers, qui a aussi inclus des personnalités, des pirates, des corsaires. On est dans un territoire qui s'est construit sur du non-droit. Donc la question du droit est aussi liée, je pense, à cette question de l'identité. On est aussi dans un espace où je dirais que le rapport avec l'Afrique et avec les mouvements de libération, de désaliénation est extrêmement problématique par rapport à la manière dont on peut le relier au panafricanisme. Il y a plusieurs points qui me semblent ici importants. Culturellement, l'héritage bantou qui est manifeste à La Réunion et globalement dans l'océan Indien s'est perdu dans la créolisation, du fait donc du système éducatif, de la domination culturelle, de l'assimilation, des politiques migratoires et de la francophonie. Donc c'est quelque chose qui s'est dissous. Maintenant, il y a aussi, je crois, de la part des organisations africaines, une difficulté en fait à interroger la place de la Réunion dans le processus de libération africaine. Je prends pour exemple la manière dont, en 1964, s'est formé donc à Dar es Salaam le comité de libération de l'OUA à l'époque. Donc tous les mouvements de libération étaient à Dar es Salaam, ceux du Frélimo, du MPLA, etc. Et à ce moment-là, 64, on a créé donc des comités ad hoc qui avaient pour but d'aller dans les territoires insulaires pour essayer donc d'identifier les différents mouvements et groupes d'autodétermination, d'autonomie, d'indépendance ou de libération. Et ils se sont rendus à la Réunion, en tout cas ils ont tenté de prendre contact avec des groupes de la Réunion. Et c'est assez intéressant parce qu'ils ont constaté que, ou en tout cas on leur a fait comprendre qu'il n'y avait pas de mouvement autonomiste ou nationaliste à La Réunion. Donc ça aussi, il y a des notes qui l'expliquent. Ils ont constaté qu'à La Réunion, il y a un mouvement d'opposition qui est visible dans un parti qui s'oppose un peu à l'État français, le Parti communiste réunionnais,
mais que ce parti-là est dans une approche réformiste, dans une approche qui suit un paradigme européen, c'est-à-dire qu'il s'agit de voir non pas comment réclamer une indépendance, mais de voir comment mener quelque chose qui serait comme pas une politique de communauté avec la France, mais quelque chose qui serait une politique de décentralisation, tout en restant lié avec l'Europe, avec la France. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas dans ce mouvement d'opposition un quelconque recours à l'africanité. Et ça les a vraiment beaucoup marqués. Ils ont vu le cas dans d'autres îles de l'océan Indien. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que quand ils ont été dans les îles de l'océan Atlantique, Cap-Vert, Sao Tomé et Principe, ils ont vu quelque chose de totalement différent. Ils ont vu que là, le vecteur africain était très présent. On avait des îles, Cap-Vert et Sao Tomé, qui regardaient concrètement vers le continent africain. Sao Tomé se voyait lié donc au Portugal et à la Guinée équatoriale, et le Cap-Vert ne concevait pas sa libération sans celle de la Guinée-Bissau sur le continent africain. Mais dans le cas des îles de l'océan Indien, ils avaient compris que la construction de la domination coloniale, la présence de l'État français avait mis en place une relation bilatérale directe entre la Réunion et Paris, qui créait véritablement tout un mur autour de la Réunion pour empêcher toute relation directe avec le continent africain. Donc il y avait déjà un système finement pensé, que l'État avait déjà tissé les mailles autour de cette île, autour de la Réunion, pour justement empêcher toute connexion avec le continent africain. Et que le Parti communiste réunionnais restait dans une certaine mesure le garant de cette situation où l'africanité finalement n'était pas visible dans la revendication et dans la perspective des luttes là. Donc ça aussi c'est un élément qui est, je pense, assez important à avoir à l'esprit. Ce qui va se passer par la suite, c'est que le comité de libération et donc les groupes panafricanistes, donc dans l'histoire du panafricanisme, on va identifier des territoires qu'on va considérer comme des territoires à décoloniser et qui restent encore aujourd'hui à décoloniser. Et dans ces territoires-là, donc on a donc les îles Chagos, Diego Garcia, donc on a Sainte-Hélène par rapport aux Britanniques au niveau donc de l'océan Indien. La question des Canaries aussi qui se pose, où là aussi un comité de libération était parti avec constaté que la plupart des mouvements aux Canaries voulaient rester dans le giron européen. Les Açores et Madère, qui sont des bases stratégiques pour les Américains. Et les deux derniers territoires insulaires, c'est Réunion et Mayotte. Donc on a vu ce qu'il est advenu au niveau de Mayotte, c'est-à-dire qu'on est passé dans un système où Mayotte a été intégré donc à ce système de départementalisation qui renforce finalement la situation de la Réunion. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a 2 mois, j'étais en Martinique et j'étais invité pareil par 2 organisations, donc l'une une organisation paysanne et l'autre une organisation panafricaniste, et j'avais fait le parallèle entre la Martinique et la Réunion. Et j'avais fait ce parallèle-là par rapport à la situation de la Martinique en 1940. En 1940, on a le régime de Vichy qui s'est installé à Fort-de-France, qui avait pris le pouvoir, l'amiral Robert, et beaucoup de Martiniquais à ce moment-là s'étaient engagés dans la dissidence contre justement l'occupation nazie via le régime de Vichy. Et j'émettais l'hypothèse très probable que si à cette époque-là, la France avait perdu la guerre contre l'Allemagne, les Martiniquais se seraient soulevés contre le régime nazi et auraient pris leur indépendance. C'est-à-dire que si la Martinique était restée allemande, la jeunesse martiniquaise de l'époque aurait pris des armes et aurait justement bouté l'occupation allemande et aurait proclamé son indépendance. Donc d'une certaine manière, c'est en allant défendre la mère patrie contre l'occupation nazie que la Martinique s'est davantage aliénée à justement cette identité française. Donc c'est un paradoxe qui, je pense, me semble important à interroger. Un autre élément
Je vais peut-être faire un léger décalage. Ouais. Voilà un saut. Voilà. Donc un autre élément qui me semble que j'ai trouvé aussi intéressant de discuter et d'évoquer avec eux, c'est celui de la dépendance. C'est-à-dire que la Martinique, la Réunion, Guyane, Guadeloupe, tous ces territoires-là, Kanaki, sont des territoires qui ont été inscrits dans une logique de dépendance, où tout vient finalement de l'Hexagone. Du point de vue des relations commerciales, de l'économie, etc. Tout est, enfin beaucoup de choses, majoritairement sont importées. Ce qui fait qu'on est entré dans notre manière de fonctionner, dans une logique de stock et de consommation. C'est-à-dire qu'on est préoccupé par le stock dont on dispose pour survivre ici. Et la pluie commence à... On va rentrer, oui. On sait également qu'il y a toute une géopolitique africaine qui, pour le moment, ne prend pas conscience ou a perdu la conscience de cette situation-là, mais qu'il faut aussi être en mesure d'alerter. Et le relais malgache est très important. Dans les années 60, comme je disais, Madagascar a été très clairement pro-français. Et cette situation pro-française de Madagascar a favorisé l'enracinement de la présence française à La Réunion. Ça a été vraiment le bouclier. Avec aussi la situation interne à Madagascar entre les différentes couches sociales, les différentes origines, l'africanité à Madagascar, etc. Quand Ratsirak devient ministre des Affaires étrangères, 72, la période révolutionnaire, lui va très clairement réorienter Madagascar vers l'Afrique, alors que lui-même avait des origines aussi asiatiques et africaines, en expliquant que le malgache, il est africain, qu'on est africain à Madagascar, qu'on doit composer avec l'Afrique. Et c'est très important parce que ces années-là, ce sont les années où Thomas Sankara passe par Madagascar. Thomas Sankara, on va en parler ce soir au Festival Les Révoltés de l'Histoire. Il va être marqué par l'expérience malgache. Et c'est à Madagascar qu'il prend conscience de l'identité africaine, du panafricanisme, de l'unité africaine, dans ce cadre-là. Et Thomas Sankara fait partie des leaders panafricains qui vont constamment faire référence au territoire décolonisé dans l'océan Indien, à la Kanaki, etc. Donc ça aussi, ce sont des connexions à reconstruire, ce sont des rappels à remettre en avant pour justement avancer. Ce qui va se passer, c'est que par rapport à ce regain d'africanité de Madagascar au début des années 70, la France va préparer la décolonisation du territoire des Afar-Issa de Djibouti, 77-78. Et pour préparer la décolonisation de ce territoire-là, qui est militairement important du point de vue stratégique, aujourd'hui Djibouti, c'est là où on a beaucoup de bases militaires étrangères, américains, français, etc. Pour préparer cette décolonisation-là, on va renforcer précisément le caractère militaire de la Réunion. On va renforcer la présence militaire. On va faire vraiment de la Réunion une base militaire française qui permet justement de s'assurer qu'on peut rendre Djibouti pseudo-indépendant en sachant que c'est depuis la Réunion qu'on va contrôler l'océan Indien. Et ça rentre aussi dans une perspective, dans une vision des intérêts français qui est extrêmement fourbe. Aujourd'hui, l'océan Indien, c'est l'océan du XXIe siècle. C'est là où toutes les grandes puissances sont présentes. Les Américains sont présents, les Chinois sont présents, les Indiens sont présents, les Japonais sont présents, les Russes sont présents, les Turcs sont en train d'ouvrir leur première base militaire en Somalie. Tout le monde est présent dans l'océan Indien. La volonté de la France, en tout cas le discours de la France, c'est d'expliquer qu'elle est la seule puissance qui est naturellement présente dans l'océan Indien. Toutes les autres puissances présentes dans cette partie occidentale de l'océan Indien, donc les côtes de l'Afrique, sont des puissances, on va dire, extra-régionales. Et c'est précisément
le territoire de la Réunion qui permet en fait à la France de construire ce discours, en disant que nous sommes naturellement présents dans l'océan Indien puisque nous avons la Réunion. Nous avons naturellement le droit d'être militairement présents, de contrôler le canal de Mozambique, puisque ce territoire-là fait partie de la continuité de la métropole. Donc c'est dans les années 70 que se construit déjà ce discours, en prévision de ce qu'allait déjà devenir l'océan Indien, puisqu'on est dans une période où l'océan Indien est en train de devenir l'océan où plus de la moitié des cargos mondiaux passent, où les 2 tiers du pétrole mondial passent, où donc le canal de Mozambique est très important d'un point de vue stratégique, et les Français l'ont compris très tôt. Et ils vont développer en fait ce discours-là. Ce qui explique pourquoi ils tiennent d'un point de vue géostratégique à ce que la Réunion reste dans le giron français. Donc parler d'identité, de culture africaine, etc., c'est un déclencheur de quelque chose qui les inquiète très clairement. Et dans mon livre, dans le dernier chapitre, dans le dernier paragraphe du dernier chapitre, je fais référence à un document donc, stratégique du ministère de la Défense qui explique que le regain des sentiments nationalistes et panafricains peut être une menace pour les intérêts français en Afrique. Et là, je pense qu'au départ, beaucoup de personnes l'ont lu comme étant sur le continent africain, mais c'est aussi dans les îles de l'océan Indien. Je le dis parce que dans le fameux livret blanc de la défense de 2009, le document dont Sarkozy n'a pas arrêté de parler, ils expliquent qu'il y a 4 zones stratégiques pour la France, une qui est l'Afrique subsaharienne et une autre qui est l'océan Indien, c'est-à-dire la partie qui fait l'arc atlantique, donc du golfe de Guinée jusqu'à la région de Zanzibar, donc tout ce qui englobe les îles de l'océan Indien. Ils expliquent que c'est une zone stratégique pour la France. Et ça montre bien à quel point cette question de l'africanité de la Réunion, ça inquiète politiquement parlant, parce que c'est par la culture que les revendications politiques arrivent. Donc cette notion de la conscientisation culturelle africaine de la Réunion, je pense qu'il faut vraiment la lier à une dimension plus politique et économique. Enfin, pour conclure, je dirais aussi qu'il y a des questions aussi concernant tout ce qui est en train de se mettre en place autour de la COP21, COP22, etc. On sait que dans l'océan Indien, on sait que la France est présente aussi pour les ressources sous-marines, les nodules, etc., qui représentent vraiment l'avenir énergétique du monde. Il y a 3 ans, il y avait eu une conférence donc, sur le développement durable dans les États insulaires, qui s'était tenue donc, justement à Saint-Denis de la Réunion, où des gens du monde entier étaient venus pour expliquer justement l'importance du tourisme. Et hier, ça a été soulevé, je crois, dans le débat sur la question de la réorientation de l'économie, sur le poids des services, du tertiaire, etc. Je crois qu'il est aussi très important de penser la question de l'autonomie agricole, de la production agricole. Il faut vraiment penser, je crois, des modèles endogènes, des circuits aussi qui permettraient d'échanger davantage avec le continent. Donc voir comment peuvent se former des coopératives panafricaines ici à La Réunion, en lien avec Madagascar et en lien avec le reste du continent. Je pense que ce sont des choses à envisager. Voir comment on peut, par exemple, faire connexion avec par exemple, le projet Songhai au Bénin. C'est une ferme agricole très, très célèbre où beaucoup de personnes vont pour voir comment se construit justement un modèle de développement endogène à l'écart justement des grands circuits de distribution, comment se produit une économie agricole autosuffisante et souveraine. Je pense que ça peut être aussi des axes sur lesquels on peut réfléchir. Pour terminer, donc au niveau de ce qui me concerne directement, donc au niveau donc des activités de la Ligue panafricaine ou MODJA, dont je suis le secrétaire général, entre mon précédent passage et maintenant je suis devenu secrétaire général de cette organisation.
je reste encore une fois convaincu qu'il y a dans l'espace réunionnais et au-delà la possibilité de faire des choses, de les relier également donc à Maurice, de les relier à Mayotte et Comores, de repenser un peu cette question du panafricanisme dans un espace qui là encore est traversé par des identités dominantes qui vont être les identités métisses, comme on peut le voir avec les festivals Liberté Métisse, mais qui sont en décalage avec la réalité sociologique et les aspirations d'une grande partie de la population, également avec l'identité arabe, puisqu'on sait que les habitants des Comores ne sont pas des Arabes, ce sont des Bantous arabisés, et que la reconnexion avec l'Afrique doit aussi se poser dans ces territoires-là, où on voit un racisme énorme qui se développe vis-à-vis des migrants africains, qui ne sont pas des migrants africains, qui font partie du paysage, qui sont autant chez eux dans les îles que sur le continent. Et enfin aussi avec le continent, où là aussi les liens, je pense, avec les îles doivent être historiquement, politiquement et culturellement raffermis. Donc je pense encore une fois que le travail que l'on fait au niveau de la Ligue, d'un point de vue politique, gagnerait à être enraciné au niveau de la Réunion, à partir du moment où on peut faire le travail de conscientisation culturelle. Donc c'était les quelques réflexions que je voulais en tout cas apporter aujourd'hui pour ensuite en discuter, en débattre plus largement. Merci.